Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, jour de délibération pour les candidats du BFM. Délibération résultat satisfaisant au CM Blaise Diagne. Sur 180 candidats, 62 sont admis au premier tour, 70 devront passer au second. Les détails dans cette édition. À la une également, attention à la chaussée glissante en cette période d'hivernage. Un accident sur la route de Saint-Louis a fait 27 blessés, dont 4 dans un état grave. Et puis la ministre de la Santé et de l'Action sociale demande au personnel de santé d'avoir plus d'empathie pour les patients. Marie-Khémesse Ngom-Ndiaye regrette les comportements qui suscitent souvent l'indignation des populations. On vous explique tout dans cette édition. Les résultats du BFM tombent, jour de délibération pour les 180 candidats du BFM du centre Blaise Diagne. 62 sont admis au premier tour, tandis que 70 candidats devront passer une deuxième fois dans les salles d'examen pour le second tour prévu jeudi prochain. Reportage Mariam Ndiaye et Youssou Barou. Les résultats du BFM commencent à tomber. Au CM Blaise Diagne, après des heures d'attente sous le soleil, le jury annonce enfin la délibération devant ses visages inquiets. Il y a certes des déçus, mais une soixantaine sont aux anges, dont ces deux jeunes filles admises d'office. J'ai eu d'office. Je suis heureuse, je suis contente de faire partie de celles qui ont réussi leurs examens. Si, j'ai bien travaillé, mais j'étais un peu choquée. D'office. Oui, je suis trop heureuse, même, je suis contente. Je les prépare en fait, j'étais un peu stressée et tout, anxieuse à propos des résultats, mais maintenant ça va. Cet homme est venu soutenir ces deux candidates, dont l'une est admise au premier tour, l'autre devra passer les épreuves du second tour. Voilà, j'ai deux candidats. Alors, l'une est passée d'office, l'autre doit reprendre, je crois que la semaine prochaine. Alors, donc, je lui ai tout simplement conseillé d'aller réviser et de s'y mettre. Selon la présidente du jury, l'organisation de l'examen s'est plutôt bien passée malgré 4 absences révélées. Donc, les impressions, on peut dire qu'ici tout s'est bien déroulé. Pour le jury 1, sur les 194 inscrits, on a enregistré 4 absences. Donc 190 ont composé. Donc à l'issue du premier tour, quand même, les tendances sont bonnes plus ou moins, puisque on a eu 62 au premier tour et 70 admissibles, ça veut dire proposés au second tour. Le second tour est prévu ce jeudi. Les candidats composeront en maths, en texte suivi de questions et au choix en SVT, en sciences physiques et en LV2. Dans l'actualité également, cet accident survenu à Gandon sur la route de Saint-Louis. Un véhicule s'est renversé faisant 27 blessés, dont 4 dans un état grave. Attention donc au phénomène d'aquaplaning en cette période d'hivernage. Le commandant de la 51e compagnie des sapeurs-pompiers appelle à la vigilance accrue. Le voici avec notre équipe dans le sud. À 9h13, on a reçu une alerte concernant un accident sur la RN2. Donc arrivé sur les lieux, il s'agissait d'un dérapage suivi d'un renversement d'un véhicule de transport en commun type Ndiaga. Donc sur les lieux, il y a un bilan de 27 blessés, dont 4 graves. Donc on a procédé à l'évacuation des victimes au niveau de l'hôpital régional et au niveau de l'hôpital Ousmane Ngom, avec l'appui des 2 ambulances SAMU. Donc je vais profiter de l'occasion pour lancer un peu une sensibilisation envers les chauffeurs, surtout avec l'hivernage. Donc avec l'hivernage, non seulement il faudra contrôler les pneus, tous les pneus qui sont usés, il va falloir changer les pneus. Et aussi, chaque fois que la chaussée est un peu mouillée, de rouler tout doucement. Le commandant de la 51e compagnie interrogé plutôt par notre équipe dans le nord du Sénégal, Ousseynou Diop et Habib Seck à Saint-Louis. Trafic de médicaments, une valeur de 17 millions a été saisie par la brigade des douanes de Keur Aïb. L'opération a eu lieu dans le département de Nioro à hauteur de Medina Sabar. Ouais, tout cela avec Pape Baïdiao et Faligaï.
4000 boîtes de faux médicaments d'un montant de 17 millions de francs CFA, minutieusement cachés dans des emballages alimentaires, ont été saisis par les services des douanes de Karaïb dans le département de Nioro. C'est suite à une opération menée par les hommes du lieutenant Sokhna, chef de brigade des douanes de Karaïb. Qu'elle est composée essentiellement de ceftriaxone 1 gramme injectable, donc 4006 unités. De la Zincovec Siro d'un nombre de 1050 unités. Donc la valeur totale de la saisie a été estimée à 17 987 122 francs CFA. Chargé de vérifier la qualité des produits, Dr Mokhtar Baro, membre de l'ordre des pharmaciens, estime que ces médicaments sont dangereux pour la population. L'endroit où on doit conserver ces produits, donc ça c'est quelque chose de très sensible, encore une fois. Donc si ces produits se retrouvent dans la nature comme ça, et puis dans des conditionnements qu'il ne faudrait pas, donc ça alerte directement la santé des populations. Les services des douanes de Karaïb dans le département de Nioro n'ont pas manqué de saluer leur collaboration avec les populations. Et parlons santé justement, la ministre de la Santé et de l'Action sociale demande au personnel de santé d'avoir plus d'empathie pour les patients. Marie-Khemesse Ngom-Ndiaye regrette les comportements qui suscitent souvent l'indignation de la population. Propos tenus lors de la réunion de coordination de la Direction générale des établissements de santé élargie aux directeurs d'établissements. Compte rendu Fatima Touré et Youssou Barro. Mettre le patient au cœur du dispositif sanitaire, c'est l'objectif des acteurs de la santé. Au vu des événements malheureux qui se sont passés dans certains hôpitaux, le ministre de tutelle, dans un atelier d'évaluation des structures de santé, a profité de l'occasion pour demander au personnel de santé d'avoir plus d'empathie envers les patients. De par leurs actes de négligence, leur manque d'empathie vis-à-vis du malade ou de son accompagnant plutôt, ils ternissent l'image de leur établissement et du secteur tout entier au Sénégal et dans le monde. Les directeurs d'établissement doivent s'attaquer à ce fléau et l'éradiquer au sein de leur structure. Je vous demande de redoubler de vigilance, de mener une surveillance accrue du fonctionnement de vos services, de veiller constamment à rendre des services de qualité et surtout de développer une communication objective et positive sur vos activités au service de la population. Un cri du cœur qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. La directrice des établissements de santé s'engage à améliorer la prise en charge des urgences. C'est vrai qu'il y a des bonnes choses qui sont en train d'être faites, mais il y a des choses moins bonnes qu'il va falloir rectifier. Je crois que nous avons jusqu'en 2024 pour mettre en œuvre tout ce qu'on a prévu de faire, les contrats de performance, l'évaluation des performances des hôpitaux et des directeurs, la mise en œuvre du plan d'évaluation des urgences pour quand même, dans le court terme et le moyen, qu'on puisse avoir des hôpitaux qui sont centrés autour du patient pour que ce qu'on est en train de vivre ne soit plus vécu par les populations et par nous-mêmes, acteurs de santé. Le recrutement de personnel de qualité, un des défis majeurs à relever d'ici à 2024. Rappelez juste que quand on ouvrait les 4 nouveaux hôpitaux, il y a eu une autorisation de recrutement de 1000 agents de santé, ensuite 500 autres agents de santé, et les nouveaux hôpitaux sont en train de démarrer de fonctionner dans de bonnes conditions. C'est vrai que nous ne sommes pas à 100% des effectifs prévus, mais quand même, ils commencent à dérouler. Au-delà des nouveaux hôpitaux, les anciennes structures qui fonctionnaient dans tous les hôpitaux, comme il y a des gaps à combler en termes de spécialistes. Mais il y a eu des efforts qui ont été faits et on va continuer, on va soutenir ces efforts. 2 jours durant, les acteurs de la santé vont se pencher sur les vrais problèmes des hôpitaux. Au sortir de ces discussions, un plan stratégique devrait être élaboré pour permettre de mieux prendre en charge le patient. Affaire Idrissa Goudiaby, le corps est exposé à des risques de décomposition du fait du mauvais état des morgues à Ziguinchor. L'avocat de la famille invite le procureur de Ziguinchor à prendre en compte cet aspect très sensible de la question. Maître Amadou Diallo est avec Lamine Ba et Lamine Mantiang à Ziguinchor. Mais naturellement, la famille a trouvé cette demande, ou en tout cas cette sortie du procureur scandaleuse, incompréhensible. Et j'espère que le procureur fera suite à la lettre qu'on lui a adressée pour demander à ce que le corps de Feu Idrissa Goudiaby soit le plus rapidement rendu à sa famille. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si on se met à compter les jours depuis sa mort, on en est à 41 jours.
D'ailleurs, c'est hier que la famille a célébré son 40e jour. L'occasion pour moi de lui souhaiter le repos de son âme, mais là également, il faut le repos de son corps. Il est temps que la famille fasse son deuil. Raison pour laquelle la famille a exigé que la dépouille mortelle de Idrissa Goudiaby lui soit restituée afin qu'il soit enterré dans la dignité. Et il faut savoir que depuis 41 jours que Idrissa Goudiaby est à la morgue, une morgue à Ziguinchor qui ne répond pas aux standards internationaux. Comme je l'avais déjà dit par ailleurs, ici les morgues à Ziguinchor ont des températures positives, pas des températures négatives, donc ils ont du mal à conserver, à congeler le corps. Donc aujourd'hui, le risque, c'est que le corps se décompose. Et si on en arrive là, en suivant quand même le procureur dans sa volonté de solliciter ou en tout cas de faire une troisième expertise, le risque c'est que non seulement les résultats ne seraient pas probants, mais surtout la famille ne pourrait pas, en certain niveau de décomposition, procéder elle-même à son inhumation. Et puis en politique, Ousmane Sonko promet que sa coalition Yewwi Askan Wi, une fois élue, les députés vont ouvrir une enquête parlementaire sur l'octroi des contrats des ressources pétrolières et gazières. Le leader de PASTEF annonce qu'une plainte est déposée aux États-Unis sur la table du ministère de la Justice américaine. Le voici à Saint-Louis avec Ousseynou Diop et Habib Seck. Nous n'allons pas accepter le forcing de Macky Sall et son équipe. Si nous l'acceptons, nous allons le regretter. Il faut savoir aujourd'hui que les élections législatives ont des enjeux importants et il faut que la jeunesse soit debout. Nous pouvons chasser Macky Sall au pouvoir en 2024, mais il faut aussi une assemblée nationale forte et très représentative pour réussir cette mission. Et il faut le faire aujourd'hui. Je ne dirais pas que nous allons renégocier les contrats, mais nous allons créer des commissions d'enquête parlementaire parce que c'est un droit fondamental inscrit dans notre Constitution. Nous allons les appeler un à un, nous allons revoir tous les contrats et les avenants. Nos représentants vont tout faire pour que les contrats soient transparents. C'est pourquoi nous avons même déposé une plainte aux États-Unis qui est sur la table du ministère de la Justice américaine en ce moment même. Et un mot sur la campagne électorale. Des artistes recusent l'utilisation de leur œuvre par des campagnes politiques. Selon eux, les politiciens utilisent leurs chansons sans autorisation au préalable. Pape Faraning et Tierno Loromendi. Qu'ils soient en caravane ou en meeting, l'œuvre des artistes résonne en abondance pour animer ou attirer les foules lors des campagnes électorales. Mais ces œuvres sont utilisées gratuitement au détriment des musiciens. Droit au but, ils ne payent pas. Ils ne payent pas et on avait déjà fait une campagne, pour que la copie privée puisse être actée le 23 juin avec la SODAV et de deux, pour que justement tous ceux qui rentrent en campagne pensent à payer les droits d'auteur parce qu'ils ne payent pas. Muy opposition, muy pouvoir. Et que ces œuvres soient utilisées de manière gratuite sans pour autant vouloir payer les droits d'auteur. C'est comme qui disait, on ne peut pas prétendre au suffrage des citoyens en ne pas respectant les droits de ces citoyens-là. Je crois que c'est assez paradoxal. Et si on se rappelle, dans les années 2000, nous étions levés contre l'utilisation des œuvres de certains artistes, notamment comme Pape Echer, qui avait été perçu par le chef de l'État de l'époque, le président Abdoulaye Wade, qui avait réagi. Pire encore, il souligne qu'aucun programme politique ne prend en compte leurs véritables préoccupations. Nous n'avons pas encore vu un programme culturel qui puisse nous orienter et dire qu'une fois à l'Assemblée, nous serons pris en compte. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est pourquoi je crois qu'il faut que ces coalitions ou ces acteurs politiques ou ces partis politiques puissent s'entourer peut-être d'acteurs culturels. Rien que la culture a le budget le plus petit. Et on n'entend personne dans les campagnes raconter, dire un peu quelles sont les possibilités que peuvent apporter la culture sur le développement économique national. Si certains vont voter, d'autres appellent au boycott du scrutin. Ce qui est embêtant,
dans ce pays-là. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment donné, on n'a pas de véritable programme, on se retrouve plus à voter contre qu'à voter pour quelque chose. Et ça, je pense que c'est aussi bien de la faute de ceux qui sont au pouvoir que de la faute de ceux qui veulent prendre le pouvoir. Ce jour, je n'ai pas eu, ou je n'ai pas entendu, aucun politicien aller s'acquitter du paiement de ces droits d'auteur-là avant l'utilisation de ces œuvres-là. Donc c'est vraiment dommage, c'est pourquoi je dis que s'ils ne le font pas, nous demanderons aux acteurs culturels entiers de boycotter les suffrages, parce qu'on ne peut pas nous demander nos voix en ne nous respectant pas, nos droits. Après avoir subi de plein fouet les conséquences du Covid-19, les acteurs culturels continuent de vivre le calvaire malgré toutes les lois votées à l'Assemblée nationale pour leur bien-être. Violence électorale, le meeting de Benno Bokk Yakaar interrompu par des jets de pierre hier à la Médina. Bamba Fall et Cheikh Tidiane Ba donnent leur version et promettent de se focaliser désormais sur l'essentiel. Reportage Mamadou Fall et Ababakar Kamara. Les affrontements notés lors du meeting des leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar de la Médina semblent entacher la cohésion tant souhaitée par leur mentor. Mais selon Bamba Fall, le maire de la dite localité, le problème est d'ordre protocolaire. C'est un incident mineur, malheureusement amplifié par quelques presses. N'est-ce pas? Le meeting se passait très bien jusqu'au moment où Karim Fofana et Cheikh Ba ont déjà parlé et quand Seydou a proposé un militant pour parler, n'est-ce pas, le camp de Cheikh Ba s'est opposé parce qu'il y a des dispositions protocolaires aussi, n'est-ce pas, à respecter parce qu'un militant ne peut pas parler après un responsable. C'est à cause de ça qu'il y ait quelques difficultés, quelques problèmes, n'est-ce pas, entre le camp de Seydou et le camp de Cheikh Ba. Mais Bamba Fall n'a rien à voir avec ça. Le camp de Bamba Fall vraiment n'a rien à voir avec ça. Parce qu'aujourd'hui, je suis le président du comité électoral. Mon rôle, c'est de rassembler le maximum possible pour au moins garantir une victoire éclatante pour le président Macky Sall. Cheikh Tidiane Ba, quant à lui, ne pouvait pas se laisser humilier. Selon lui, l'ordre devait être rétabli. Un moment après mon discours, je me suis rendu compte qu'on a donné le micro à quelqu'un qui vraiment, en tout cas sur le plan politique, ne peut pas parler après ma personne. Je le dis, toute modestie mise à part, c'est pas parce qu'on n'est pas dans l'humilité, mais je considère qu'en politique aussi, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Mes militants ont réagi et vous avez vu ce qui s'est passé. Par la suite, effectivement, on a pu calmer le jeu. Nous sommes revenus sur le podium pour délivrer des discours. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y a une masse de jeunes qui étaient devant moi, qui m'insultaient à tout va, et qui ont dit des choses extrêmement graves sur ma personne. Et à un moment aussi, j'ai vu qu'il y a eu des jets de pierre et le meeting s'en est arrêté là. C'est des choses qui sont déplorables. Les militants de Benno Bokk Yakaar se sont donné un spectacle, ce qui n'est pas du goût de certaines personnalités de la dite localité. Litige foncier dans la zone de Niag, le différend oppose la coopérative d'habitat Matlaboul Fawzeni des agents de Dakar Demdik à un promoteur privé. L'imbroglio concerne une assiette foncière de 25 hectares, suivant les explications de Barafay, membre de la coopérative avec Youssou Barou. L'assiette est aujourd'hui entre les mains du pôle urbain. Nous sommes en rapport avec les autorités du pôle urbain. Ils nous ont reçus à maintes reprises, on tient des réunions avec eux. Et nous suivons leur programme d'aménagement et nous avons des promesses fermes de l'autorité que ce site-là nous sera attribué. Nous avons nos ménagères et aujourd'hui nous regroupons tous ces gens-là à travers ces sites-là pour leur donner un programme décent, un logement décent. La question qu'on se pose, comment une autorité locale qui prétend soutenir le président de la République s'oppose à un programme défini par le président de la République qui, le 20 mai passé, a interpellé le gouvernement pour qu'il accélère ce programme de 100 000 logements. Comment une autorité locale peut s'opposer à cela? Il devait nous accueillir à bras ouverts. Parce que nous avons répondu aux critères imposés par la Convention, aux critères imposés
par la délégation du pôle urbain. Et puis fenêtre sur le monde, dans l'actualité internationale, Blaise Compaoré qui demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes qu'il a pu commettre durant son magistère. Et puis Emmanuel Macron, le président français qui arrive au Cameroun, première étape d'une tournée africaine. Le récit de Daniel Diouf. Deuxième jour de manifestation à Goma, dans le Nord Kivu. Des protestations pour demander le départ de la MONUSCO, présente en République démocratique du Congo depuis 22 ans. Un appel à manifester contre l'inefficacité de la force onusienne qui compte une dizaine de milliers de casques bleus. Au moins 5 personnes tuées à Goma, selon un bilan fait ce mardi par les autorités congolaises. La manifestation est initiée par des organisations de la société civile et du parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Des centaines de personnes occupent les abords de la base logistique de la MONUSCO et s'en sont pris au camp de transit de la mission, situé hors du centre-ville de Goma. La police de l'ONU a dû user de bombes lacrymogènes pour disperser les manifestants avant l'intervention des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. Plusieurs interpellations enregistrées. Une délégation du gouvernement ivoirien reçue ce mardi à Ouagadougou par le président de la transition burkinabé. Elle est porteuse d'une lettre de Blaise Compaoré. Selon les autorités de Ouagadougou, cette lettre contient les excuses de Blaise Compaoré à l'égard de la famille Sankara. Blaise Compaoré demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes qu'il a pu commettre durant son mandat, plus particulièrement à la famille de son frère et ami d'alors, Thomas Sankara. J'assume et je déplore du fond du cœur toute la souffrance et les drames vécus par toutes les familles, par toutes les victimes durant tout le temps que j'ai passé à la tête du Burkina Faso. Je souhaite que nous puissions aller de l'avant désormais pour reconstruire notre destin commun sur la terre de nos ancêtres, a-t-il précisé dans ce message adressé au peuple burkinabé et au président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le Rwanda qui étudie la possibilité d'utiliser le gaz du lac Kivu pour la cuisine, l'industrie et les véhicules. Le gaz de cuisine extrait de ce lac devrait commencer à être utilisé fin 2023. Le projet prévoit la construction d'une installation d'extraction de gaz en mer ainsi que d'usines de traitement et de compression du gaz à terre. Cette alternative devrait permettre au pays de réduire ses importations de gaz et faire baisser les prix pour les ménages. Au Rwanda, une bouteille de gaz de cuisine de 12 kg coûte en moyenne $18, soit un peu plus de 11 000 francs CFA. Et puis, Emmanuel Macron, arrivé lundi soir à Yaoundé au Cameroun, le président français s'est entretenu ce mardi avec son homologue camerounais Paul Biya. Lors d'une conférence de presse conjointe des deux chefs d'État, le président français a assuré que le Cameroun était un partenaire stratégique en Afrique centrale. Il a également demandé à des historiens de faire la lumière sur l'action de la France pendant la colonisation. Emmanuel Macron est allé relancer les relations politiques et économiques entre les deux pays en perte de vitesse. Ce déplacement de 4 jours le mènera aussi au Bénin et en Guinée-Bissau. Merci Daniel. Et puis un mot de sport, Navetan, la finale de la zone 14 de Mbao a vécu. Elle est remportée par l'AS Manko sur le score d'1-0 devant l'AS Ndiolumkel. Le premier grand événement sportif au stade de Mbao sous la présence de l'édile de la commune, Ibrahim Khan, Chersadi Boudjara et Moutou Diop. C'était la journée des premières de la commune de Mbao. Le stade de Mbao qui accueille sa première finale. L'AS Manko qui remporte son premier titre, battant en finale de la zone 14 l'AS Ndiolumkel sur le score d'1-0. Les joueurs de Ndiolumkel sont mes coéquipiers au modèle de Mbao. Ils n'ont pas démérité. Il fallait un vainqueur et c'est nous. C'est une première pour l'AS Manko. Nous resterons à jamais dans l'histoire. Nous avons beaucoup couru derrière le trophée. Cela occasionne une grande joie. Avec la qualité de notre effectif, nous pouvons viser la phase nationale. Placée sous l'égide du maire de la commune, Abdou Karim Sall, la finale zonale était l'occasion d'une belle communion de la jeunesse de Mbao. Et les subventions des zones qui étaient à 500 000 aujourd'hui, c'est à 1 million de francs CFA. Donc c'est à saluer. Dans le département de Pikine, ou bien dans la région de Dakar, nous sommes la seule commune qui reçoit des subventions allant dans ce sens. Donc aussi conséquent. C'est 500 000 francs par ASC. Nous sommes au nombre de 28 ASC dans la commune. Donc vraiment nous disons merci encore une fois. Monsieur le maire, nous le remercions de tout cœur
Donc la jeunesse de cette commune le remercie. Du point de vue du jeu, et ça promet une très belle fête de la jeunesse, mais ça promet une très belle fête du football navet. Localité férue de football, Mbao avec sa jeunesse ambitieuse compte marquer sous peu de son empreinte ce sport au Sénégal. Modèle de Mbao, le club de la commune est en passe de se hisser à la 3e division du National 1. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.